Et nous sommes en compagnie pour la première fois d'une écrivaine, d'une auteure. On va lui demander comment elle se qualifie. Il s'agit de Delphine de Vigan. Bonjour Delphine de Vigan. Bonjour Bonjour, Catherine. ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Il est vrai que vous venez de sortir un 9e livre qui s'appelle Les Loyautés. Est-ce que je dois effectivement vous qualifier d'auteur, d'écrivaine? Moi, déjà, il m'a fallu un peu de temps pour dire que j'étais écrivain ou écrivaine. Oui. Maintenant, je le dis, donc Bon. ça m'est égal. Je vous Bon. avoue que Vous vous sentez légitime aujourd'hui? ça commence, oui. Ah, Enfin, pas légitime, mal. je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est vrai que pendant longtemps, j'hésitais à dire que j'étais écrivain. Pour moi, écrivain, c'est quelqu'un, ça veut dire quelqu'un qui construit quelque chose dans la durée, en fait. C'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. J'espère, oui. Enfin, voilà, je commence à 9 le croire. livres, Voilà. 2 best-sellers. Oui. Bien sûr, vous êtes une romancière aujourd'hui incontournable, vous êtes populaire. Et vous avez écrit il y a quelques semaines Les Loyautés chez Jean-Claude Lattès. On va évidemment parler de ce livre. C'est un livre sur les blessures. C'est un livre très, très intime, une sorte de thriller intime. Ça va très, très vite, c'est très concis, c'est rapide, il y a beaucoup de rythme. Et pour ceux qui n'aiment pas la lecture, franchement, c'est un livre que moi je peux conseiller parce qu'on peut revenir au goût de la lecture grâce à ce livre. Delphine de Vigan, petite fille, vous avez quel âge là? Vous êtes Là, je dois avoir... sauvageonne. Oui, voilà, 5-6 ans, je dirais, ouais. Ou 4-5 ans peut-être plutôt. Vous avez des grands-parents, et vous en parlez bien, atypiques. Oui, atypique, voilà, à plus d'un titre en fait. C'était une famille, donc la famille de mes grands-parents, ça c'est du côté de ma mère, de 9 enfants, très bohème en fait. Dans le livre, j'avais dit ce sont des bobos avant la lettre. Voilà, avec un côté très fantasque, très... Alors, je vous arrête. On a retrouvé cette archive, une archive de 1969. Alors, c'est rare. Toute la famille, en fait, apparaît dans un documentaire de l'ORTF sur les familles nombreuses. C'est un documentaire sur le sujet. On y découvre vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, votre mère et vous-même. Vous avez à peine 2 ans. Elisabeth, dite Liseron, 24 ans. Frédéric, 23 ans. Priscille, 22 ans, mariée à Guy. Leur petite fille a 2 ans. Ludovic, 18 ans. Séverine, 16 ans. Et Laurette, 14 ans. Jean, le père, a fondé sa propre agence de publicité. Viviane, la mère, a élevé 9 enfants sans perdre son sourire. Pour que la famille soit complète autour de cette table, il faut aussi nommer Stéphane, 6 ans, qui est déjà au lit, et 2 garçons disparus accidentellement à 7 et 14 ans. Il est rare qu'on s'ennuie dans une famille nombreuse. Mais celle-ci a reçu une éducation qui explique peut-être sa personnalité et sa fantaisie. Est-ce que vous pensez que vous aurez peur pour vos enfants, que vous craindrez? Oh oui. J'ai d'un tempérament très angoissé. Alors, je sais pas, par exemple, j'ai pris le métro seul extrêmement jeune, je sais pas, 6 ans, 8 ans. J'ai l'impression que jamais j'arriverai à laisser ma fille faire des choses comme ça. C'est vous la petite fille, vous avez effectivement à peine 2 ans, c'est votre maman qui parle de vous. Je sais que ça vous apporte de l'émotion. Oui, je ne m'attendais pas du tout à ce que vous passiez ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, pardon, je l'avoue que je me cueille un petit peu d'entrée de jeu. D'abord, je vais vous dire, je ne suis pas très à l'aise par rapport au fait que cette archive soit maintenant disponible à tous. C'est une erreur que j'ai faite. Si c'était à refaire, c'est probablement la seule chose que je changerais dans le roman. Pour moi, les personnages de Rien ne s'oppose à la nuit, ce sont précisément des personnages, ce ne sont pas des personnes. Et là, tout d'un coup, j'ai donné accès aux personnes, à ma vraie famille, à mes grands-parents, à mes oncles et tantes, avec leurs vrais prénoms, etc. Et voilà, si c'était à refaire, je ne le referais pas, parce que c'est vraiment la chose finalement qui a été, après coup, probablement la plus complexe pour moi, c'est cette confusion qui était faite par les lecteurs entre la réalité Et le romanesque. et le romanesque. Évidemment, pour moi, c'est très émouvant de les revoir par ailleurs. Et les frères et sœurs de ma mère, beaucoup malheureusement sont morts aujourd'hui. Ma mère est morte il y a 10 ans, quasiment, on est à quelques semaines. On sait que votre maman, c'est vous qui l'avez découverte, hein, elle s'est donné la mort. Est-ce que vous lui en avez tenu rigueur sur le moment? Non, tenue rigueur, non. C'est évidemment très violent. Voilà, le suicide, c'est sans doute
ce qu'il y a de plus, enfin la mort la plus brutale, la plus violente, la plus agressive pour l'entourage. Et en même temps, peut-être d'ailleurs en écrivant ce livre et en retraçant le parcours qui avait été le sien, le combat contre la maladie psychique, le courage dont elle a fait preuve finalement à plein de reprises, j'ai compris son geste. Enfin, pour moi, il a fallu l'accepter, je pense, comme pour toute ma famille d'ailleurs. C'est-à-dire que on peut le comprendre, on peut l'accepter, je crois. Et aujourd'hui, avec un peu de recul... C'est un acte courageux, même? Oui, je considère que c'est un acte de courage. Courage dont elle avait fait preuve, encore une fois, à plein de moments de sa vie. Et que ce combat contre le cancer, elle n'ait pas envie de le mener. Elle qui avait mené pendant des années le combat contre une autre maladie, et une maladie très dure, je le comprends. À 17 ans, vous êtes anorexique. Vous pensez que ça découle en fait de votre enfance, des blessures, des traumatismes que vous avez connus durant votre enfance? Je ne sais pas. Le lien est direct ou pas? Non, je ne dirais pas ça. C'est très complexe. L'anorexie mentale est une maladie très complexe. Aujourd'hui, avec la distance, je préfère dire que c'est pour moi une maladie de l'hypersensibilité. Ça, c'est sûr. J'étais une enfant hypersensible et je reste une adulte hypersensible, comme vous pouvez le voir. Et de l'appétit de vivre, en fait. Ça, aujourd'hui, que je reçois souvent des lettres, d'ailleurs assez nombreuses, de jeunes filles anorexiques qui partagent ce moment avec moi parce que j'ai écrit Jour sans fin. Je me rends compte que souvent, il y a un grand élan de vie, il y a un grand appétit de vivre. Et c'est peut-être précisément parce que cet appétit de vivre, quand on a 12 ans, 13 ans, 15 ans, 20 ans, parfois peut être très encombrant. Qu'il se retourne parfois contre soi-même. Comment vous en êtes sortie? J'ai été hospitalisée à l'âge de 19 ans. J'ai eu une anorexie tardive, puisque j'ai commencé à être malade vers 17-18 ans. J'ai été hospitalisée pendant 6 mois à l'hôpital Bichat. J'ai été prise en charge par un médecin qui ensuite s'est fait connaître comme un des grands spécialistes de l'anorexie mentale. Est-ce que, Delphine, l'écriture aussi n'est pas une thérapie? Alors, je distingue souvent l'écriture du journal intime, qui a été la mienne quand j'étais adolescente et que j'ai longtemps gardée dans ma vie, qui est effectivement une écriture, en tout cas, de connaissance de soi, de construction de soi, qui m'a aidée vraiment à tenir debout. Et probablement, dans ces périodes, elle a été un élément pour tenir, un élément fort pour tenir, pour s'accrocher. Mais je distingue cette écriture-là de l'écriture romanesque qui, pour moi, n'a pas de vertu, ni de visée, et encore moins de vertu thérapeutique, qui, au contraire, d'ailleurs... Ça ne cicatrise pas les plaies? Non, je ne crois pas. J'aurais tendance à dire que ça a plutôt tendance à les gratter. Et qu'il faut être suffisamment fort, justement, et peut-être suffisamment construit. Peut-être qu'il faut avoir fait une partie du travail avant de se lancer dans l'écriture. Et ça explique d'ailleurs peut-être que j'ai commencé finalement à écrire un peu moins jeune que certains écrivains. Votre portrait par Alexandra Garde. Elle fait partie des rares écrivains français, une trentaine tout au plus, qui vivent de leur plume. Ses livres sont traduits dans 25 pays, son best-seller a franchi le 1 million d'exemplaires et nous ne parlerons pas des prix littéraires. Je vous avoue qu'il ne se passe pas un jour sans que j'y pense. Et que les 6 premiers mois, je me pinçais tous les matins quand j'accompagnais mon fils à l'école. Et depuis, 3 de ses livres ont déjà été adaptés à la télé ou au cinéma. Allez, un dernier petit effort pour votre grande admiratrice. Grâce à Polanski, elle a même foulé le tapis cannois. Mais comment faites-vous, Delphine, pour toucher le cœur des lecteurs? Émerge à ce moment-là une forme de vertige, de doute, peut-être de sentiment d'imposture. Pourquoi moi? Pourquoi toute cette attention? Entre force et fragilité, vous interrogez le monde qui nous entoure, explorez les liens invisibles qui nous lient, l'adolescence et la pauvreté dans Nos et moi, l'anorexie dans Jour sans fin, le harcèlement au travail dans les heures souterraines, la fragilité psychique de votre mère dans Rien ne s'oppose à la nuit et l'emprise psychologique dans D'après une histoire vraie. Toujours en quête d'intime, vous êtes très habile pour mêler fiction et réalité.
La fiction se nourrit beaucoup, évidemment, de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, mais c'est dispersé, c'est diffracté sur différents personnages. Alors nous aussi on s'est amusés. Voici un vrai faux portrait, tout ce qu'on ne savait pas de votre personnalité, mais attention, une erreur s'est peut-être glissée. Delphine collectionne les bottines incroyables, fond pour les oursons à la guimauve et redoute les souris à tout prix. Elle rêvait d'être Corinne du groupe Téléphone. Mais c'est avec la grande Sophie qu'elle chantonne. Elle a réalisé une comédie romantique sur le sexe. Et c'est la championne du canular. Vrai, faux, si TV, même Francis Huster s'est fait duper. Alors, fiction ou réalité ? Mais oui, Alexandra a raison, vous êtes une blagueuse en fait de nature. Oui, c'est vrai. On me connaît moins sous ce jour. Oui. Et comment vous l'avez dupé, Francis Huster? Francis Huster, alors j'avais 17 ans et j'étais très, très amie avec une copine qui est restée d'ailleurs une très bonne amie, qui s'appelle Christine. Et on avait eu l'idée de se faire passer pour des journalistes anglaises et de l'interviewer après l'un de ses spectacles. Et donc on lui a écrit, à l'époque, il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas de téléphone portable, etc. On lui a écrit un courrier posté de Londres pour le prévenir de notre venue, nous, jeunes journalistes de la BBC. Et à l'issue du spectacle, voilà, on l'attendait. Je ne sais pas s'il avait vraiment noté qu'on venait, mais enfin, très sympathique. Il nous a dit « OK, pas de problème, etc. » Et on a fait donc pendant 1 heure une interview en français avec des très forts accents anglais, un peu à la Jane Birkin, si vous voyez ce que je veux dire, Catherine. Et donc, on s'était beaucoup entraînés et je dois dire qu'il y a cru, mais à 100%. Le succès à 45 ans, c'est jubilatoire? Oui, c'est jubilatoire, bien sûr. Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est-à-dire que ce qui est jubilatoire, c'est quand on écrit des livres, c'est pour être lu et tout d'un coup de se rendre compte qu'on peut toucher autant de lecteurs et des lecteurs si différents. C'est ça qui me fascine souvent quand je les rencontre en librairie, à quel point l'éventail est large. Des gens qui lisent très peu, des gens qui lisent énormément. Mais ça donne le vertige? Non, ça donne pas le vertige. J'ai le sentiment que ça m'est arrivé. Pour moi, les choses se sont construites très, très progressivement. Peut-être que ça aurait été plus compliqué, compte tenu de ma personnalité, de vivre ça au premier ou au deuxième roman, en fait. Je pense que ça aurait pu faire un peu tanguer les choses. D'autant que vous avez écrit 4 romans alors que vous étiez en entreprise. Oui, voilà, j'avais écrit mes premiers livres. Je travaillais encore en entreprise. Donc tout ça s'est fait très progressivement. L'entrée de l'écriture dans ma vie, l'importance qu'elle a prise peu à peu, le fait à un moment donné de quitter mon travail et de ne faire plus qu'écrire et d'avoir cette chance inouïe de vivre de l'écriture. Tout ça s'est fait progressivement et c'est bien parce que ça n'empêche, au contraire, j'ai l'impression d'en profiter d'autant plus sans peut-être avoir ce sentiment de vertige que j'aurais si c'était arrivé d'un seul coup. Vous nous avez quand même surpris avec un long métrage que vous avez réalisé, à coup sûr. C'était l'histoire donc d'une jeune femme, une Parisienne, qui en fait cherche à être le bon coup, quoi, un bon coup. Alors un bon coup, ça veut dire voilà, elle pense qu'elle sait pas faire l'amour. Elle a été remise en question de manière très indélicate par deux personnes consécutivement, un peu goûter. Mais alors c'est vrai que ça surprend parce qu'on vous attendait pas sur le sujet. Vous êtes beaucoup documenté. Ah bah je me suis beaucoup documentée. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous? J'ai appris plein de trucs.